Nous allons entendre les recommandations et les témoignages de nos panélistes. Pendant ce temps, je vous invite, si vous avez des questions aux orateurs, à les poser dans la rubrique discussion que vous trouvez en bas de votre écran, et je les prendrai soit au fil de l'eau, soit un peu plus tard vers la fin. Comme vous le savez, nous terminons cette table ronde du Grand Genève à 9h15, et ensuite de quoi il y aura un moment de réseautage, alors virtuel, mais de réseautage en petits groupes. J'en profite pour rappeler les partenaires de ces tables rondes du Grand Genève, car nous sommes plusieurs à nous atteler à cette ô combien agréable et intéressante tâche. J'ai le plaisir moi-même de représenter la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Pierre-Marie, qu'on ne présente plus, c'est la CCI France-Suisse, mais je souhaite également saluer nos collègues du Genevois français, de Archpark, de la Maison Économie et Développement, et de, de la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation du canton de Genève. Voilà. Alors, nous allons, après cette petite introduction, sauter dans le vif du sujet. Et j'aimerais poser la première question à David Guffroy, qui est expert comptable, expert réviseur agréé, commissaire aux comptes, et président d'Eurex Suisse. Monsieur Guffroy, quels sont les cas les plus typiques que vous avez observés dans votre pratique, alors d'entreprises qui sont suisses et qui s'installent en France, ou qui font le mouvement inverse? Et pour brosser un tableau général dans un premier temps, qu'est-ce que vous pouvez dire des différences de financement de part et d'autre de la frontière? Peut-être les points d'attention pour les entrepreneurs. Oui, bonjour à tous. Donc, Alexandra, vous parlez de financement d'investissement, de financement de rachat d'entreprise, plus particulièrement. Peut-être en vous basant sur les cas les plus fréquents que vous avez. Qu'est-ce que vous observez dans votre pratique? Est-ce que ce sont des entreprises qui s'implantent de l'autre côté de la frontière, principalement par rachat, ou qui décident de créer une structure ex nihilo? Alors, on a les deux cas de figure, hein. Donc, nous sommes une fiduciaire filiale d'un groupe français. Nous-mêmes avons fait une implantation donc transfrontalière il y a maintenant 10 ans. On a fêté les 10 ans. Donc, on l'a fait typiquement par un rachat de fiduciaire, qui était une petite fiduciaire à Carouge. On a ce type d'implantation qui est assez courant, même si on a des difficultés à trouver des cibles, mais c'est assez courant aussi sur la France également, hein. C'est-à-dire que c'est compliqué de trouver aujourd'hui des entreprises à racheter qui correspondent aux critères que l'on s'est donnés. Donc, on a beaucoup plus de création de filiales que de rachats dans le volume des entreprises qui sont créées ou qui sont reprises côté suisse ou côté français. Il me semble que c'est assez logique. La taille des créations est plus petite, logiquement, on part de zéro. Donc, les entreprises mettent plus de temps à atteindre une taille qui est l'objectif souhaité. Par le rachat, on a tout de suite un volume qui permet de pouvoir appliquer sa stratégie, en tout cas essayer de la diffuser au sein de l'entreprise que l'on a rachetée. Mais dans le volume général, on a beaucoup plus de constitution de sociétés que de rachats. Voilà, par la difficulté de trouver des cibles, et d'autant plus de l'autre côté de la frontière, mais certains acteurs existent et nous, on essaie de les orienter vers ces personnes qui font de la transaction ou qui font de la recherche d'entreprise. Mais ce n'est pas notre métier en tant que tel. Et après, pour la partie, forcément, quand il y a un rachat, il y a souvent une demande de financement, et nous instruisons,
Nous suivons l'entreprise qui désire s'implanter de part et d'autre dans la recherche de son financement auprès des partenaires bancaires, comme la Banque du Léman, qui est présente à cette table ronde. Alors, je ne vois pas Monsieur Chapard. Ah, si, je vois Monsieur Chapard. Monsieur Chapard, Monsieur Guffroy a fait votre introduction pour vous. Vous êtes responsable. Merci, Monsieur Guffroy, au passage. Monsieur Chapard, vous êtes responsable du marché corporate de la Banque du Léman. J'ai une question assez similaire. Dans votre pratique, qu'est-ce que vous voyez comme cas de figure? Quelles sont les caractéristiques ou les points d'attention liés au financement de l'entreprise que vous pouvez isoler et partager avec nous? Alors, oui, bonjour déjà à tous. Merci de la question. Il y a plusieurs questions dans cette phrase, hein. La toute première, c'est qu'est-ce qu'on rencontre aujourd'hui? La Banque du Léman existe depuis 2014 sur le marché suisse, de plein droit suisse. Le marché corporate dont je suis responsable, vous disiez, donc, est arrivé en 2016, 2 ans après. Ça nous laisse quand même une durée d'observation de 5 années pleines, au cours de laquelle on peut noter que le constat, c'est que dans un sens, les entreprises françaises qui s'installent sur Suisse très souvent vont suivre un client ou un fournisseur parce que le marché est attirant, hein, c'est un marché à haute valeur ajoutée. En revanche, c'est vraiment des installations plutôt opportunistes. Et dans l'autre sens, on a plutôt une ouverture sur le marché européen, français en particulier, mais européen en général, avec tout ce que ça implique aussi dans l'accompagnement des financements, hein. Alors, on a donc 2 catégories, 2 profils d'installation qui sont un peu différenciés. Et puis, pour la deuxième question sur le financement, eh bien, on retrouve un petit peu un écueil sur Suisse, c'est que l'accès au crédit est un peu plus sélectif, un peu plus compliqué qu'en France, puisque de culture, c'est plus un développement sur base de fonds propres que sur financement. Ce n'est pas que les financements entreprises n'existent pas. En revanche, il faut vraiment des dossiers très argumentés, très documentés, et également une certaine expérience Dixit, un peu de trésorerie d'avance pour faire face à tous les coûts et avoir un établissement bancaire qui étudie le dossier. Des recommandations à formuler aux personnes qui nous écoutent et qui seraient en train de nourrir un projet d'implantation transfrontalière? Alors, je vais parler surtout sur ce qui nous intéresse le plus, hein, ici, c'est l'implantation d'entreprises françaises sur Suisse, parce qu'il y a évidemment le Versa côté France. Pour ce qui concerne donc l'implantation sur Suisse, alors on reste quand même sur une activité assez classique, hein. Le crédit, c'est croire, c'est financer, aider par des fonds étrangers à acquérir une entreprise ou à suivre un investissement. Donc, les dossiers sont assez similaires, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien préparer le business plan pour ceux qui s'implantent, bien préparer également le retour de bénéfices sur l'investissement qui est fait. Et puis après, il faut alimenter de tout l'historique, hein, ça c'est important, des entreprises françaises, c'est-à-dire leur bilan, leurs histoires, la construction de leurs établissements en termes financiers. Et puis après, il faut au minimum avoir 30-40% de fonds propres pour qu'on puisse avoir un dossier sur lequel on peut essayer enfin pas essayer, on va étudier la demande de financement et puis essayer d'aboutir à une solution la plus favorable possible. Peut-être juste un petit ajout, l'interventionniste de l'État est un peu moins vrai sur Suisse que sur France, dans le sens où il y a des fonds de la Confédération qui aident au financement, qui viennent en fait en caution des prêts bancaires. En revanche, c'est cantonalisé, puisque vous savez que la Suisse a des cantons avec des règles particulières pour chaque canton. Et ces fonds peuvent venir en garantie donc, de ces prêts bancaires, mais ils sont très sujets et très liés à la création d'emplois, par exemple, et ils sont assez limités en montant. Voilà. Merci beaucoup. Thomas Buchy, vous avez sauté le pas il y a quelques années, mais dans le sens inverse, dans le sens Suisse-France. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience et en gros, qu'est-ce que vous avez fait juste et qu'est-ce que vous feriez très différemment si vous deviez refaire la démarche aujourd'hui?
La question est vaste, chère Alexandra. Oui, j'ai fait le pas. Alors, c'est pas récent, puisque j'ai fait le pas dans les années 90, en fait. Bon, je précise quand même que nous avons créé un bureau d'ingénieurs en construction bois et designer du bois, ce qui n'est pas tout à fait une activité industrielle, mais bien une prestation de service. Donc, ce n'est pas les mêmes niveaux, on va dire, par exemple, au niveau investissement. Ça vous coûte moins cher de monter un bureau d'ingénieur que de monter une entreprise, c'est évident. Néanmoins, les méandres administratifs restent les mêmes. Alors, quand on a décidé, parce qu'on se sentait très à l'étroit à Genève ou en Suisse romande, de dire va-t'en voir si la Terre est ronde et de s'ouvrir sur l'Europe, on n'avait même pas d'accord bilatéraux. Donc, ce fut assez un chemin de croix administratif, puisqu'à l'époque, il nous a fallu 5 ans pour arriver à ouvrir une société en France, en ayant d'ailleurs qu'un passeport suisse en ce qui me concerne. On est arrivé, puis on a ouvert le bureau France le 1er juin 1999. Tout d'abord, tout petit, même pendant quelques années, sans collaborateurs, parce qu'il a vraiment fallu un certain temps pour s'adapter et à la législation française qui est très compliquée, et puis petit à petit à pouvoir le gérer. Aujourd'hui, on a 16 collaborateurs à Bonneville, avec une antenne à Paris, enfin une succursale à Paris, et puis 20 collaborateurs à Genève, avec une succursale vaudoise et valaisanne. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment une assise territoriale, je dirais, large. Ce que je peux retenir aujourd'hui, et en tout cas de positif dans ce qu'on a fait, c'est que comme c'était compliqué d'obtenir des financements au départ en Suisse et ensuite en France, on a décidé que d'une manière ou d'une autre, on allait se débrouiller en fonds propres. Alors, ne croyez pas que ça a été facile, ça veut dire qu'on a travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est une grande liberté parce que vous n'êtes pas dépendant justement de remboursement de finances, ou bien en tout cas, on n'appartient pas aux banques. C'est une grande liberté d'action, mais je dirais d'une certaine manière, en effort, on l'a payé assez cher. Ce que je retiendrai aujourd'hui de l'expérience, parce que oui, c'est plus facile d'envisager d'être français pour venir en Suisse dans un premier temps. Parce que ça a été dit avant, le marché, il est à haute valeur ajoutée en Suisse, les salaires sont élevés, les honoraires facturables ou les prestations facturables sont plus élevées, alors la vie est aussi plus chère. Si je reviens dans le monde de l'architecture, la Suisse, elle est un peu frileuse, je dirais, en projets architecturaux. C'est même souvent assez monotone. Par contre, la Suisse a une bienfacture dans le monde de la construction que la France n'a pas forcément. Alors, j'aime à dire qu'aujourd'hui, et c'est là-dessus que nous, par exemple, on pose une très haute valeur ajoutée, eh bien, unissons la créativité française qui ose des très beaux gestes architecturaux. Quand on a fait le refuge du goûter, oui, c'est un beau geste architectural. Et puis, unissons donc cette créativité française à la bienfacture suisse. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une énorme valeur ajoutée parce qu'on est très demandé en France. Et puis, souvent en Suisse, les Suisses sont très admiratifs des projets qu'on a pu développer en France. Et donc, ça permet vraiment de fidéliser une clientèle aujourd'hui que j'ose dire européenne, puisque ça nous amène même à travailler souvent au Luxembourg, voire en Norvège maintenant ou en Suède. Voilà un petit peu ce que je peux dire, mais ce n'est pas simple administrativement. Il faut vraiment être bien organisé. On a mis des années à comprendre comment fonctionne l'administration française, comment aussi on vend une prestation en France. Parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer. Le niveau d'honoraire pour une prestation d'ingénieur en France, c'est à peu près la moitié de la Suisse. Alors, il faut bien calibrer la prestation. Qu'est-ce qu'on nous demande pour ce prix-là?
Et puis, il y a quand même aussi les points un petit peu plus négatifs. Je veux dire, oui, le niveau de salaire, il est très élevé en Suisse. Oui, les charges sociales patronales, c'est 21-22% sur le salaire en Suisse. Ça va être 54% en France. On n'est jamais très au clair dans quel millefeuille administratif l'argent s'en va. Donc, ça veut dire aussi, par exemple, par rapport au bureau France, la tentation est grande de dire, mais pourquoi est-ce que je n'irai pas travailler au bureau à Genève et pourquoi je resterai au bureau à Bonneville? Après, il y a des qualités de vie différentes, il y a moins de déplacements, il n'y a pas ce trafic frontalier où on perd 1 heure le matin, 1 heure le soir. Je veux dire, il y a des avantages aussi à travailler en France. Mais disons, il faut bien pouvoir le valoriser pour pouvoir garder les équipes homogènes d'un côté et de l'autre de la frontière. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps. Merci beaucoup. Ça me fournit là aussi une excellente transition avec Cécilia Pellemani, qui est la fondatrice de Hackcent. Thomas évoquait le millefeuille administratif. Je crois que celui-ci vous a bien occupé. Cas intéressant, je le précise d'emblée, vous êtes indépendante et donc votre témoignage est celui d'une indépendante. Absolument. Mon parcours à moi, c'est d'avoir monté une entreprise, mais de manière indépendante, donc une raison individuelle, comme on appelle cela côté Suisse, et une micro-entreprise, comme on appelle cela côté France. Et le parcours qui s'ensuit est un parcours du combattant, hein, comme d'autres intervenants l'ont dit. Même à l'heure des accords bilatéraux. Je dirais que la principale difficulté, c'est d'arriver à mettre en commun, dans un pot commun, toutes les informations qu'on peut collecter à droite et à gauche. Pourquoi? Parce que quand on se réfère à chaque entité, que ce soit les assurances, que ce soit les impôts, que ce soit les chambres de commerce, etc., on se retrouve face à des employés qui connaissent bien leur secteur, qui connaissent bien les informations qui concernent leur côté, mais qui malheureusement ne savent pas forcément quelles influences vont avoir d'autres éléments qui viendraient de l'autre côté. Par exemple, si je demande à un comptable suisse, uniquement installé en Suisse, pas comme M. Eurex, bien sûr, mais un comptable uniquement installé en Suisse, il va me dire, oui, vous pouvez vous installer côté France, etc., ça n'aura pas d'influence. Et puis finalement, quelqu'un d'un peu plus expérimenté va dire, ah oui, mais si votre mari travaille sur France ou travaille sur le canton de Vaud, tout va changer au niveau de vos déclarations. Et je pense que c'est ça la première difficulté des personnes qui souhaiteraient s'installer côté France et côté Suisse. Comme je vous l'avais dit, les informations que je détiens ne concernent pas des grosses entreprises qui s'installeraient avec l'aide de partenaires, avec l'aide de financement, etc., mais plutôt des raisons individuelles, donc des gens qui arriveraient sur les deux territoires seuls et qui tentent de se frayer un chemin dans cette forêt. Donc là, le processus est également différent, comme l'expliquait Thomas Buchy. Du côté France jusqu'à Suisse ou de Suisse jusqu'à France, en fait, c'est exactement la même difficulté. Je dirais que si vous n'avez aucune entreprise, alors souvent, c'est plutôt côté France que l'on démarre. Pour la raison que M. Chapard, je crois, avait donnée, c'est que les investissements étatiques sont beaucoup plus cléments du côté tricolore. C'est-à-dire que côté français, on a facilement accès à des fonds, même quand on est au chômage. Par exemple, il y a des agences comme l'ADI. Je ne sais pas si quelqu'un de l'ADI est là aujourd'hui. L'ADI propose, par exemple, du financement pour des gens qui ne sont pas solvables, qui sont au chômage, qui sont en situation de handicap, qui sont dans X, Y situation, mais qui ne sont pas solvables, qui n'ont pas cette trésorerie dont M. Chapard parlait.
Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on trouve assez facilement côté France. On trouve aussi des pépinières gratuites, on se trouve aussi des agences pour le développement, des formations, etc., gratuites, nombreuses, dans tous les secteurs, même dans des villages, dans des petites villes perdues en Haute-Savoie, on a accès à ce genre de choses. Alors que côté suisse, quand on monte une entreprise, aussi petite soit-elle, hein, on demande d'avoir les reins solides, on demande des financements, on demande d'avoir déjà un petit peu de fonds propres, d'avoir quelque chose sur lequel se reposer pendant plusieurs mois, ce qui est au final plutôt smart, parce que c'est ce dont on a besoin sur le long terme, mais qui n'est pas forcément accessible à une personne qui vient de perdre son emploi et qui se dit peut-être c'est le bon moment de monter mon entreprise. Donc, c'est pour cette raison, je crois que souvent les entrepreneurs qui cherchent à monter leur première entreprise, ou en tout cas la première depuis quelque temps, vont démarrer côté France avant de finalement aller conquérir le marché suisse avec toutes ces qualités qui ont déjà été exposées. C'est d'ailleurs ce que vous avez fait vous-même, puisque vous avez créé votre première structure en 2018 en France. Absolument, absolument. C'est même obligatoire pour ceux qui nous écoutent qui sont au chômage. C'est même quasiment obligatoire parce que le fonctionnement France-Suisse est très différent. Et la première différence, c'est qu'en Suisse, il faut travailler pour obtenir son statut d'indépendant, alors qu'en France, il faut demander son statut d'indépendant avant d'avoir le droit de travailler. Ça veut dire si vous commencez à travailler en Suisse pour obtenir votre statut d'indépendant, vous êtes déjà en infraction française. Voilà, les premiers problèmes arrivent. Vous êtes déjà en infraction et donc vous n'êtes pas assuré, par exemple. Donc, suivant le travail que vous faites, si vous avez un problème chez votre client, vous ne serez pas assuré, ce qui peut vous coûter votre carrière en fait future. Donc, je le déconseillerais vraiment. Et la deuxième, c'est que pour obtenir ce statut officiel côté suisse, il faut un compte en banque. Ce compte en banque est lié à votre permis si vous n'êtes pas suisse. Et tout cela s'obtient si vous avez l'entreprise. Mais vous ne pouvez pas obtenir l'entreprise si vous n'avez pas le permis. Vous ne pouvez pas obtenir le permis si vous n'avez pas l'entreprise. Donc, c'est un petit peu souvent le chat qui se mord la queue. Donc là, on arrive dans un petit trou administratif pour les frontaliers qui voudraient s'implanter, non en tant qu'entreprise, donc avec des avocats, etc., mais vraiment tout seul. Là, il y a un petit trou et c'est à ce moment-là, il faut jouer. Souvent, il faut repasser par un salariat pour obtenir ce permis qui permet ensuite de devenir indépendant. Donc, c'est un petit jeu administratif assez tricky, je dirais. Il n'y a pas de mot pour ça, mais assez tordu. Et ça demande de connaître bien certains principes d'assurance et certains principes d'imposition, parce qu'évidemment, redevenir salarié, même pour 1 heure, change tout. Le salariat primant sur le statut d'indépendant. C'est-à-dire, c'est là où vous êtes salarié que vous dépendez immédiatement de vos impôts. C'est-à-dire, si vous faites 1 heure de salariat côté France, même si votre entreprise est côté Suisse, vous repassez au niveau de l'imposition côté France. Monsieur Geoffroy pourra peut-être en dire beaucoup plus que moi, mais c'est un petit peu l'idée. Dès que vous changez de statut, tout change. Mais précisément, merci beaucoup. Monsieur Guffroy, administration fiscale, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on crée sa société? Ah, Thomas a levé le doigt. Tu voulais réagir à ce que dit… Oui, alors vas-y. Et puis ensuite, ma question s'adressera à Monsieur Guffroy. Oui, enfin, je pointe mon écran. Je voulais juste réagir de manière très simple et pratique à ce que Cécilia appelait vient de dire. Oui, comme nous avons 2 sociétés maintenant bien implantées, donc ce sont bien 2 sociétés différentes. Hein. On a Charpente Concept Genève, si je puis dire, et Charpente Concept France. Même si au niveau de l'actionnariat, la Suisse détient bien sûr une partie du capital de la France, puisque c'est un groupe, on est absolument séparés. Et justement, c'est vraiment un conseil que je donne pour ne pas avoir d'ambiguïté avec le fisc des 2 côtés de la frontière, eh bien, on est vraiment cloisonné. C'est-à-dire, si par exemple, le bureau suisse travaille sur un projet France, il travaille en sous-traitance pour le bureau France. C'est-à-dire, c'est des contrats internes qui sont passés.
Si le bureau France travaille pour un projet suisse, ça peut arriver, c'est exactement le même schéma, de manière à n'avoir jamais de mélange au niveau des salaires ou des heures travaillées. Un collaborateur France travaille exclusivement sous salaire français et un collaborateur suisse exclusivement sous salaire suisse. Autrement, c'est la bouteille à encre et là, vous êtes très, très mal parti pour pouvoir gérer de manière efficace et ne pas avoir d'ennuis administratifs. Voilà, donc je voulais quand même donner ce conseil. On a eu plusieurs fois, c'est très à la mode en France, tout d'un coup vous avez un contrôle fiscal et là vous avez intérêt à ce que vos dossiers soient en ordre et vos contrats de sous-traitance d'ailleurs dûment signés, préparés et clairs au niveau comptable. Donc jamais de mélange des heures de travail. Même pour les dirigeants, hein, le directeur France, il est payé par la France. Moi, j'habite en Suisse, je suis payé par la Suisse. Point. Voilà, je voulais donner ce conseil pratique. Hein. Merci beaucoup. David Guffroy, je pense que vous confirmez ce conseil de Thomas Buchy. Alors, tout à fait, tout à fait. Deux structures différentes. Alors, dans un premier temps, oui, effectivement, il convient de rappeler qu'on a deux systèmes fiscaux et sociaux différents. On a celui de la Suisse, on a celui de la France et deux réglementations, et on y ajoutera en plus la réglementation transfrontalière. Parce que il y a une réglementation, il y a des accords qui visent à coordonner justement ces deux systèmes juridiques, fiscaux et sociaux qui évoluent de chaque côté. En général plus rapidement côté français avec nos lois de finances annuelles, voire plusieurs par année. Et puis côté suisse, on a quand même plus de stabilité sur le système. Mais quand on gère une implantation transfrontalière, on doit jongler avec les deux systèmes et, comme le disait Cécilia Polemani, vérifier qu'à chaque fois qu'on prend une option, elle a des incidences sur un certain nombre d'autres items, que ce soit fiscaux, sociaux, en tout cas pour notre domaine, hein, c'est ce qu'on traite. Et aucune des solutions n'est finalement limpide. En fait, il va falloir trouver la solution la plus adéquate, mais elle nécessitera de toute façon plus de formalisme qu'une implantation uniquement nationale dans son propre pays. Si on a créé une filiale en France, on aura moins de difficultés à créer une filiale que si on crée une filiale en Suisse, où il va falloir justement prendre en compte un certain nombre de réglementations liées au fait qu'on est sur deux pays différents. Thomas Buchy citait le fait d'avoir deux entités juridiques différentes. Alors, je partage 100% le point de vue, c'est-à-dire que, et c'est même le cas finalement de Madame Polemani, qui a finalement deux entreprises individuelles, hein, de séparer, et pour Thomas Buchy, deux sociétés différentes, et non pas une filiale. Une succursale, pardon, excusez-moi, et non pas une succursale. La succursale est un schéma juridique qui est peut-être plus léger à mettre en place au départ, mais qui est à déconseiller parce qu'on met tous nos œufs dans le même panier, entre guillemets. Et puis que fiscalement, on a la même entité et en plus, on a des règles fiscales, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont défavorables, notamment côté français, au fait d'avoir une succursale en Suisse. Donc, deux entités différentes, à bien séparer. Et quand c'est le cas, comme pour Monsieur Buchy, ce n'est pas la solution non plus de simplicité, parce que il faut bien séparer les deux. Mais on ne peut pas multiplier par deux les ressources forcément. Il y a des moments où on est obligé d'aller prendre des équipes d'un côté pour les faire travailler de l'autre. Hein. On ne peut pas dédoubler notre entreprise à 100%. Et donc rentre en ligne de compte des réglementations sociales sur le détachement de salariés. Il peut y avoir, quand on n'a pas deux dirigeants, mais un seul qui gère les deux sociétés, des notions de pluriactivité sur le dirigeant ou sur les salariés. Donc, des notions de permis de travail aussi à demander, de limite quand on n'est pas encore implanté, de limite des 90 jours ou des 90 jours. Donc, au niveau social, il y a un certain nombre de sujets. Au niveau fiscal, quand on est implanté de chaque côté, comme le citait M. Buchy, on a une notion qui est quand même très importante, c'est celle des prix de transfert.
qui s'appliquent. Donc, dans chaque opération, il faut avoir au préalable analysé les différents flux qui ont transité entre l'entreprise suisse et l'entreprise française pour fixer une règle du jeu qui va être claire, qu'on va pouvoir documenter et donner à l'administration, qu'on va appliquer dans la durée et non pas en fonction de l'activité ou des résultats que l'on a fait sur une année. Hein. Il va falloir avoir une permanence de méthode. Et elle doit correspondre à un certain nombre de méthodes qui sont reconnues. Et là, c'est pas uniquement en France, en Suisse, mais c'est au niveau international, sur les prix de transfert, sur des prix comparables ou des coûts de prix de revient majorés ou des prix de vente minorés dans la distribution. Bon, il y a tout un tas de méthodes de calcul des prix de transfert qu'il faut appliquer, mais on ne peut pas créer une filiale en Suisse sans passer à côté de cette problématique, puisque on a deux pays différents et donc deux administrations fiscales différentes, et le partage de la marge sur l'opération globale qui est réalisée entre deux sociétés qui sont liées entre elles répond à la réglementation des prix de transfert et doit être analysée. Donc, la réglementation française est à connaître quand on a une entreprise en France et en Suisse, la réglementation suisse, mais aussi, il faut vraiment tenir compte de cet aspect transfrontalier qui vient s'ajouter à ces deux sujets. Donc, ça fait 3 sujets. Eh bien, si je suis une entrepreneuse et que j'avais imaginé m'établir dans un deuxième pays, je crois qu'après vous avoir entendu, je suis totalement épouvantée et je m'en vais en courant. On a jusqu'à 9h15 pour faire en sorte que personne ne s'en aille en courant. Vous avez parlé de l'administration fiscale, évidemment, qui nous est chère à tous, que ce soit en personne physique ou personne morale. Éric Chapard, vous me disiez lorsque nous préparions cette table ronde que vous êtes très frappé de la manière dont les rapports à l'administration fiscale sont différents de part et d'autre de la frontière. Vous nous en dites 2 mots, s'il vous plaît? Oui, alors, ce qu'on peut noter, alors moi, j'ai vraiment est-ce que vous m'entendez? Oui, non, parfait, excusez-moi. Oui, ce qu'on note dans les échanges avec nos clients, nous, on a vraiment la partie bancaire. Hein, donc, la relation qu'ils ont avec l'administration fiscale, c'est soit la partie flux de paiement, soit lorsqu'ils s'implantent ou ils nous font part de leurs écueils par rapport à l'administration fiscale, qu'elle soit suisse ou française. Ce qui ressort, nous, dans les discours qu'on a, c'est essentiellement la facilité ou la non-facilité, la difficulté à atteindre ou avoir des réponses sur l'administration fiscale. Ce que je retiens, moi, des expériences qu'on a depuis 6 ans maintenant aujourd'hui, c'est que l'administration fiscale suisse, en tout cas sur Genève, sur le canton de Vaud et sur Neuchâtel, les plus grands exemples qu'on a, il y a une facilité, ou en tout cas, il y a une communication qui s'établit plus facilement et il y a un pragmatisme dans les mesures d'accompagnement ou dans la gestion des retards ou des paiements qui est un peu plus humaine ou un peu plus accessible que sur France. Voilà, c'est surtout ces écueils-là qu'on note. Après, sur France, on a assez peu d'exemples parce que les entrepreneurs français qui viennent nous démarcher ont vraiment le sujet suisse en tête. Et les entrepreneurs suisses qui vont sur France, très souvent, et ça a été d'ailleurs un des valeurs qui a été transmise par les expériences de M. Buchy et Mme Pellemani, c'est l'accompagnement et la préparation sur l'implantation dans le pays. La question d'administration fiscale, David Dufroy l'a très bien rappelé, elle se prépare vraiment en amont et puis elle doit surtout être accompagnée. Faire appel à des cabinets comptables, puisque c'est plutôt eux qui ont la tâche de traiter ce genre de questions. Le fait d'être accompagné par un cabinet transfrontalier type Eurex est vraiment un gros atout pour le coup. Et nous, on retrouve derrière des documentations qui sont beaucoup mieux faites, ou en tout cas un apaisement, en tout cas pour l'entrepreneur, vis-à-vis de ces relations-là, et donc se concentrer correctement sur la partie bancaire. Mais oui, je vais vous donner la parole dans un instant, Madame Pellemani. Je soupçonne que je vais peut-être anticiper votre propos. Il y a un filigrane chez vous tous qui me paraît en tout cas identique, c'est qu'au départ de toute implantation, que ce soit de Suisse vers France ou de France vers Suisse, la première des choses, c'est de savoir pourquoi
on veut aller dans l'autre pays pour faire quoi, et de ne pas y aller un peu au pif en se disant ah tiens, grand marché européen, pourquoi pas, j'y vais puis je verrai bien. Donc je vous demanderai à chacun tour de rôle vous positionner rapidement là-dessus, mais je donne tout de suite la parole à Madame Pelemani. Oui, je voulais rebondir sur la question donc de la fiscalité. En ce qui me concerne, je dirais que ce n'est pas que la communication est si différente ou si mauvaise, peut-être côté France. Je dirais simplement que le moyen de l'atteindre est différent. De ce que j'en ai conclu de mes expériences et des expériences des entrepreneurs qui avaient démarré à mon époque, c'est que côté suisse, vous pouvez vous permettre de téléphoner. Côté France, il faut se déplacer. Je crois que ça, c'est vraiment la règle de base, parce que la fiscalité des particuliers est vraiment compliquée côté France, mais la fiscalité entreprise, non, parce que, comme on le disait tout à l'heure, la France a vraiment mis un point d'honneur à accompagner les entrepreneurs pour de la micro-entreprise. Le but, qu'il soit politique ou économique pour sortir les chiffres du chômage, c'est une autre question. Mais en tout cas, cet accompagnement est là. Et par conséquent, dans les bureaux des impôts, il y a une petite sonnette spéciale entrepreneur. Donc, nous n'avons pas à faire la queue, nous n'avons pas à attendre. Et il y a une personne qui vient vraiment répondre à toutes les questions. Mais il faut éviter de passer par les téléphones, l'URSSAF, etc. Ça ne marche pas du tout. Il faut prendre sa voiture, aller à Annecy et parler à la personne qui travaille là-bas à l'URSSAF, et on obtient toutes les réponses dont on a besoin. Mais il faut se déplacer. Je crois que si on le fait ça, on obtient plus ou moins les mêmes résultats que côté suisse avec un email ou un téléphone. Ça prend un petit peu plus de temps de ce côté-là. Merci beaucoup. Ça, c'est une information précieuse que vous donnez. C'est des éléments pratico-pratiques. Sinon, messieurs, sur la question de la préparation du motif de son implantation de l'autre côté de la frontière, je pense que vous êtes d'accord. Qui veut réagir là-dessus? Monsieur Guffroy? Oui, tout à fait. Alors, je tiens à préciser que je voulais, par mes propos, mais je pense que chacun partage ce point de vue parmi les personnes qui sont intervenues. Il y a un côté préparation qui est plus important à mettre en place pour venir s'implanter, mais une fois qu'on a défini une règle du jeu, qu'on a mis au clair le cadre dans lequel on allait pouvoir travailler, on travaille très simplement de part et d'autre. Donc, on peut très bien avoir une bilocalisation qui fonctionne très bien, mais ça nécessite un peu plus de préparation que dans un cadre purement national. Effectivement, le fait qu'on doive investir quand même du temps et puis parfois de l'argent quand il s'agit d'aller faire une croissance externe dans un pays ou dans l'autre, ça nécessite d'avoir effectivement des objectifs stratégiques d'entreprise à moyen long terme pour que l'implantation que l'on met en œuvre ne soit pas vouée à l'échec. Avec les 10 ans de recul, on peut estimer qu'on a effectivement on a connu les deux situations. Et ce qui se dégage, c'est véritablement l'aspect stratégique. Pourquoi je viens à long terme? Est-ce que j'ai du marché et des clients potentiels que j'ai déjà été quand même trouver pour essayer de lancer mon implantation? Et surtout, à partir du moment où j'ai créé ma structure, d'être présent avec des ressources. Monsieur Buchy disait tout à l'heure qu'il avait créé son entreprise de départ avec très peu d'effectifs, mais au final, on voit bien qu'il y a un effectif partagé de chaque côté, et donc il y a une vraie présence sur les deux territoires. Et pour perdurer dans un des deux pays, on ne peut pas faire ça en étant positionné que d'un seul côté. C'est-à-dire qu'une microstructure peut être présente au démarrage, mais vraiment au démarrage pour amorcer. Et après, il faut être vraiment présent, et c'est valable surtout pour la Suisse. On ne vient pas en Suisse en dilettante. Il faut être présent pour que ça fonctionne, sinon ça ne marche pas. Monsieur Chapard? Écoutez, je rejoins tout à fait ce qui a été dit auparavant. Peut-être juste préciser que la particularité suisse d'être au niveau des cantons,
réduit un petit peu les réseautages, même si dans les grandes villes, j'imagine que ça doit être la même chose sur côté France. Mais ça veut dire aussi que le dernier point qu'a évoqué David Godefroy est assez primordial, c'est la présence sur le marché, parce qu'il faut vraiment avoir un réseau. La préparation, l'accompagnement dont je parlais avant, c'est vraiment avant de s'installer ou avoir les bons professionnels pour avoir les bonnes informations locales et les bons leviers pour pouvoir écrire la société et se financer le cas échéant. Après, dans le fonctionnement, effectivement, on ne peut pas se passer de ne pas être présent. Et je crois qu'un des écueils qu'on rencontre aujourd'hui, c'est ces installations qui se font très bien au départ. Et puis, une fois que c'est démarré, il y a un certain éloignement du management, qui soit français ou suisse. Mais très rapidement sur Suisse, on le voit vite, puisqu'en fait, les réseaux, c'est vraiment sur des gens assez locaux. Donc, j'insiste sur ce point-là aussi pour les réussites sur l'implantation d'une part et d'autre de la frontière. Oui, juste voilà, effectivement, Je vous en prie. ce que décrit Eric, et on le connaît quand même un certain nombre de fois. On crée une structure sur Suisse parce qu'on a un client et un gros marché, et en fait, après, on le manage depuis la France, et la structure périclite. Et au final, 4 ans après, on dit, bah voilà, on n'a pas retrouvé de nouveau marché, donc on ferme. Bah, forcément, puisqu'on n'était pas présent sur le marché. Donc, attention à ça. Oui, merci, très important. Thomas, tu as fait le mouvement inverse quand tu es arrivé en France la première fois, tu avais déjà un client ou des clients, ou tu l'as fait en prospection pure? Alors, on avait un contact assez étroit avec un organisme qui existe toujours, mais qui s'appelle le Comité national du développement du bois en France. Et il faut se rendre compte qu'il y a 25 ans en arrière, le métier d'ingénieur bois était très peu répandu parce qu'il y avait des espèces d'ingénieurs généralistes, si je peux dire. Et puis, la spécialisation bois était peu connue. Donc, le CNDB avait fait appel à nous pour initier des projets en France en structure bois. Donc, c'est vrai que je ne suis pas parti de rien. Après, ça s'est avéré très vite compliqué pour le CNDB de mandater un bureau d'ingénieurs suisse pour développer des projets. Ne serait-ce déjà que sur le plan administratif et responsabilité avec les assurances. Il faut savoir, par exemple, une assurance responsabilité civile en France ne fonctionne pas du tout comme une assurance responsabilité civile en Suisse. En Suisse, on a une garantie de 5 ans pour les travaux. En France, il y a la garantie décennale. On ne parle pas du tout de la même chose. On ne parle pas non plus du même niveau de fonctionnement de pourcentage sur les honoraires des assurances entre un côté et l'autre. Mais c'est peut-être une autre histoire. Je crois que ce qui est important, oui, c'est vrai que qu'on travaille en France ou en Suisse, il faut être présent. Si les Français viennent en Suisse, s'ils viennent, je ne dirais pas, ce n'est pas une question de mentalité, c'est une question de connaissance et de manière de s'exprimer. J'ai appris très rapidement, par exemple, qu'en France, vous n'écrivez pas du tout une lettre de la même manière qu'en Suisse. Ce n'est pas les mêmes formules de politesse, ce n'est pas la même manière d'aborder les choses, et vous devez l'apprendre. Après, petit à petit, quand moi j'ai décidé d'y aller step by step, c'est-à-dire pas avoir les yeux plus gros que le ventre, pas aller trop vite. Si vous voulez monter tout de suite une énorme structure, je pense que c'est chronique d'un désastre annoncé. Donc, on y allait tranquillement. Puis petit à petit, après, on a eu les bonnes personnes aussi. On a formé des gens chez nous en Suisse qui ont ensuite accepté de s'investir pour développer le Bureau France. De toute façon, vous ne gagnez pas tout seul, hein, vous gagnez en équipe. Donc, c'est un petit peu ça la recommandation que je peux faire. C'est vrai qu'il ne faut pas arriver avec ses grands pieds, dire je suis le champion du monde parce que je suis suisse et puis j'arrive en France et je sais mieux faire que vous. Non, on apprend, on amène des choses positives. Puis je crois que finalement, moi j'ai toujours été passionné par exemple par l'histoire de France, hein, tout en étant suisse. Il faut aimer le pays dans lequel on va. Si pas juste du business, c'est comme ça que je le ressens. Il faut montrer que quand on y va, bah oui, si je veux avoir quelque chose à dire, par exemple, on a fait l'expertise de Notre-Dame de Paris,
Si je veux avoir quelque chose à dire sur Notre-Dame de Paris, il faut d'abord que je connaisse l'histoire de cette cathédrale, mais peut-être beaucoup plus, l'histoire des bâtisseurs en France, etc. Donc, il y a aussi une relation affective au-delà de la relation business qu'il faut avoir. J'aime la Suisse, j'y suis né, mais j'aime la France pour sa culture, pour tout ce que je suis allé voir là-bas et tout ce que j'ai découvert. Voilà peut-être aussi un petit peu le message qu'il faut porter. Voilà, je crois que j'ai Merci infiniment. exploré un autre aspect. Mais alors, c'est très intéressant que ça sorte et j'aimerais rebondir dessus et donner la parole à Cécilia Pellemani parce qu'en fait, votre activité était une activité liée à la langue et au bien parler, hacker l'accent, vous m'avez expliqué. Cet aspect culturel qu'a évoqué Thomas, c'était important dans vos choix et dans le mouvement que vous avez fait en vous installant de part et d'autre dans un premier temps? Oui et non. Moi, peut-être mon expérience est un petit peu différente parce que moi, je suis une frontalière née. J'ai de la famille des deux côtés, donc je vis le frontalier et les débats frontaliers depuis ma naissance en live. Donc, c'est un petit peu différent, je pense, des personnes qui arrivent de loin et qui n'ont pas forcément cette culture de la frontière, du Grand Genève en tout cas, que je connais mieux. Mais je partage tout à fait la dernière idée de Thomas Buchy, dans le sens que je pense que l'écueil premier, c'est d'être en terrain conquis. Et je crois que c'est un écueil suisse et français. C'est-à-dire que les Suisses vont avoir cette tendance à dire le produit est bon, donc je peux aller n'importe où avec. Forcément, ils vont l'accepter. Et puis, le français va venir en disant oh, de toute façon, il y a de l'argent à prendre, tout est bon. Et je crois que dans les deux sens, si on part pour l'argent, on se trompe. Pourquoi? Parce que souvent, on part en pensant que c'est la même chose. Ils parlent français, alors c'est la même chose. Et là, on tombe sur l'écueil de la langue. Partager une langue, ce n'est pas forcément partager les concepts qui se cachent sous un mot. Comme Thomas Buchy disait, une lettre côté France, ce n'est pas forcément une lettre côté Suisse, mais aussi la politesse côté France n'est pas la politesse côté Suisse. La ponctualité côté France n'est pas la ponctualité côté Suisse. Et ce qui paraît poli d'un côté ne l'est pas forcément de l'autre. Ce qui paraît positif dans nos attitudes d'un côté ne l'est pas forcément de l'autre. Et cela, on va le retrouver dans tout le développement de l'entreprise. Comme je disais tout à l'heure, d'un côté, c'est légal et de l'autre côté, ça ne l'est pas quand on démarre son activité. Mais ça va jusqu'au café, jusqu'à la manière d'aborder. Mais une chose est vraie pour moi à 100%, je partage à 100% l'opinion de M. Buchy, c'est qu'il faut s'intéresser à l'autre. Et je crois que ça, c'est la première démarche. S'intéresser à l'autre. De nombreux frontaliers me contactent pour cette connaissance que j'ai de la dualité culturelle et de la dualité du processus d'entrepreneuriat des deux côtés. Et je leur dis, la première chose avant de monter votre entreprise, c'est de venir à Genève. La majorité des gens n'ont jamais passé une journée. Venez ici, prenez la mouette, parlez aux gens, allez au lac. Il faut commencer par ça. Avant de monter une entreprise, il faut déjà parler aux gens qui sont là parce que ces gens sont vos futurs clients. Comment pouvez-vous vendre si vous ne connaissez pas votre client? Dans toutes les formations, on nous dit qu'il faut connaître le client et les gens pensent que connaître son client, c'est faire son petit tableau du qui, du quoi, du où, du comment. Oui, ça, ce sont des belles théories marketing, mais la réalité, c'est que le client, et en particulier le client suisse et peut-être encore plus le client genevois, si je peux me permettre, il achète à son voisin. Il achète par la proximité, par la connaissance. Donc, la première chose qu'il faut faire, je leur dis, venez à la piscine avec vos enfants. Allez tout simplement à la piscine à Genève avec vos enfants, parlez aux parents qui sont à droite et à gauche de vous à la patogette. Et ça, c'est votre entrée. C'est ça, votre entrée côté Suisse. Et je dirais que c'est la même chose côté France. La première chose, c'est
pas seulement d'aller faire ses courses à Leclerc, mais peut-être tout simplement d'aller à fil en vol, d'emmener ses enfants à une activité côté France et de parler aux parents qui sont là. Et c'est dans ces conversations, je pense, que l'on arrive à sentir l'essence de l'autre, de qui est l'autre, de sa culture, donc déjà par son accent, bien sûr, par ses références, par ses expressions, mais aussi par les sujets d'actualité, comme M. Buchy disait. Hein, peut-être une fois, ce sera Notre-Dame de Paris, et puis demain, ce sera autre chose. En ce moment, c'est beaucoup Covid, mais on essaye de parler d'autres choses aussi. Et c'est en parlant d'actualité qu'on finit par sentir un petit peu l'air du mouvement. Et je crois que cela aide beaucoup à écrire de la publicité, qu'elle soit en ligne ou dans les journaux, qui soit adressée à notre cible. Ça aide aussi à s'exprimer le jour où on va rencontrer une agence des impôts ou des assurances. Je pense que notre manière de nous exprimer sera plus en relation avec ce qui est attendu dans la région si on a l'habitude de parler à des locaux. Donc, je crois que c'est ce mouvement vers l'autre qui est en premier souhaitable avant même d'écrire le premier papier, avant même de faire la première signature. C'est tout simplement de venir passer du temps et de créer son réseau. Mais même si on n'a pas l'occasion encore de faire un réseau professionnel, mais tout simplement de venir parler à des gens, parce que ce sont eux finalement les futurs clients. Je vous remercie. Je rappelle aux participants que vous avez la possibilité de poser des questions à la rubrique discussion. Je ne vois pas de questions pour la minute. Bon, nous avons évoqué ces aspects plutôt culturels, mais malheureusement, les sous, c'est quand même important dans le business. Et sans rappeler l'adage de Voltaire qui parlait de banquier et de fenêtre, Monsieur Chapard, j'aimerais vous ramener sur un terrain, sur un aspect assez terre à terre. Une différence de pratique de financement. Vous me disiez par exemple que le factoring est peu répandu en Suisse. Est-ce que vous pouvez attirer notre attention sur 2-3 grandes différences de pratique de part et d'autre? Oui, bien sûr. Je vais essayer de répondre, mais ça rejoint un petit peu ce que disait Cécilia Pellemani, malgré tout, hein, parce que multiculturalisme, on le retrouve finalement sur le marché bancaire. Parce que vous parliez, effectivement, pendant la préparation, on a parlé du factoring pour essayer de déceler un petit peu ces différences. Elle en fait partie, parce que le factoring est très développé sur France. En rappel, hein, le factoring, donc c'est le financement via les factures des besoins à court terme de l'entreprise. Donc, une entreprise qui émet des factures a de l'argent qui dort le temps que le client le paye. Et nous, les établissements bancaires ou les établissements de factoring spécialisés, on va avancer les fonds le temps que le délai de paiement soit abouti et la créance va être déléguée donc à la personne qui prête. Et c'est cette étape-là qui, en Suisse, a culturellement beaucoup de mal à être développée, pour l'avoir connu dans d'autres établissements au préalable. En fait, les clients suisses n'acceptent pas que soit notifié à leurs propres clients que leur créance a été cédée à un banquier. C'est une sorte d'aveu de faiblesse. Enfin, après, on peut mettre l'explication qu'on veut. En tout cas, c'est un fait. Le factoring n'est pas aussi développé. Il n'a pas été soutenu, d'ailleurs, pour le coup, par la Confédération comme l'a été par l'État. Hein. Je crois que c'est la loi Dailly qui avait développé ce système de financement. Ce qui fait que c'est un des pans de financement qui est un peu particulier, mais on retrouve ce multiculturalisme finalement. Hein. On le retrouve également, on parlait tout à l'heure de connaître la société, de connaître les locaux, de connaître la culture. La culture suisse par rapport à la culture française est une culture un peu moins à risque. Donc on le retrouve aussi dans, je ne sais pas si vous vouliez en parler, mais sur le financement immobilier, lorsqu'on a des financements immobiliers d'entrepreneurs qui veulent acheter un bâtiment ou qui se retrouvent avec l'achat d'une société dans laquelle il y a une société, ce qui arrive souvent aussi, hein, on est soumis, ou les clients sont soumis à des règles de fonds propres qui sont non négociables parce que c'est confédéral. Donc, ce sont des zones de fonds propres qui sont obligatoires. Par exemple, pour un immeuble purement commercial, c'est 40% de fonds propres. Alors, quand vous dites ça à un entrepreneur français qui a l'habitude d'avoir un résultat à 2 points sur ses outils de production, et vous lui dites qu'il va mobiliser 40% de sa trésorerie pour avoir un bâtiment, en général, il faut quand même avoir une bonne explication parce que c'est un petit choc, mais ça fait partie aussi de cette
C'est la conséquence de la culture où c'est un peu plus bon père de famille, c'est un peu plus gestion de fortune dans l'esprit, et puis surtout une régulation du marché de l'immobilier qui est sous pression, mais d'un autre côté qui est très stable et qui est très recherché par les fortunes mondiales et européennes en particulier, ce qui fait que le fait d'augmenter la part de fonds propres probablement par rapport à d'autres dossiers sur France, il y a une rentabilité qui est un peu moins importante sur Suisse, mais par contre, il y a une stabilité. Donc, on retrouve ça et là dans ces demandes de financement quelques particularités effectivement sur Suisse, mais qui en fait rejoignent ce que disaient Cécilia Pellemani, puis également Thomas Buchy et David Dufroy, sur ce multiculturel où il faut s'adapter. Si j'ai pu répondre, et pas rester trop terre à terre d'ailleurs, passage. Merci, Monsieur Gufroy, sur le thème de ces différences un peu pratiques. Y a-t-il des éléments sur lesquels il faut que vous attiriez l'attention des participants? Et peut-être que je vous demanderai de revenir avec un tout petit peu plus de détails sur la question des salariés détachés, qui est une problématique qui revient assez souvent dans nos discussions à ces tables rondes. Alors, on souhaite passer un message positif. Alors là, on parle un petit peu des difficultés ou des différences qui font que on peut avoir des points administratifs et des points de blocage pour développer des implantations de part et d'autre, des usages différents, des accès à des financements différents. Et c'est vrai que dans tous les domaines de la création, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient fiscaux, sociaux, en tout cas dans les domaines qui concernent la fiduciaire, il y a des différences d'appréciation par les interlocuteurs. On a un métier comptable, donc un métier quand même très administratif, donc beaucoup moins tourné, mais je me garde des appréciations beaucoup plus humaines que je laisse volontiers donc aux entrepreneurs qui sont présents autour de la table. Et je parle des domaines que je maîtrise parfaitement. Dans l'aspect juridique de constitution, on peut parler déjà de l'investissement qui est quand même beaucoup plus important puisque les deux types de sociétés que l'on a, et là on rejoint un peu le multiculturel, c'est assez amusant. D'un côté, on a deux types de sociétés au catalogue, hein, la SARL et la SA, avec un capital minimum qui correspond à ce que souhaite la Confédération, c'est-à-dire 20 000 francs minimum de capital pour une SARL et 100 000 pour une SA. Et de l'autre côté, on a à la française peut-être une dizaine de sortes de sociétés possibles dont on a du mal à des fois à apprécier les différences entre le URL, la SARL, la SASU, le URL, l'entreprise individuelle, et j'en passe, là c'est large. Donc un panel beaucoup plus important avec un capital minimum à 1 euro. Ce qui, de par notre profession en général, et je pense que pour M. Chapard en particulier, donne une idée de l'investissement qui est mis au départ. Et permet d'apprécier l'investissement dans le projet parce qu'il y a toujours quand même, quand on souhaite lancer une activité, un investissement, y compris un investissement financier à donner. Donc, on rejoint par cette anecdote de la forme juridique un petit peu le multiculturel et les différences d'appréciation. C'est-à-dire que de l'autre côté, on a un accès aussi, et il y a quelques temps en arrière, on avait fait une étude là-dessus, un accès aux aides à la création qui est beaucoup plus important. Madame Pellemani a parlé de la période Covid. On a un accès au soutien qui a été quand même beaucoup plus important en France. Notre groupe, on a été en veille au niveau de Rex sur les aides aux entrepreneurs, le quoi qu'il en coûte dont on a parlé, on entend parler tout le temps. Effectivement, il y a eu un soutien à l'entreprise qui a été beaucoup plus accessible côté français que côté suisse, mais ça correspond à l'usage. C'est-à-dire que de l'autre côté, pour créer une entreprise en Suisse, il faut être plus solide que pour créer une entreprise en France. Voilà. Un petit peu pour ce que je pouvais dire sur ces aspects de différence multiculturelle. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question qui m'était posée d'ailleurs. Oui, et je vous demandais, alors ça c'est un autre chapitre, mais si vous vouliez revenir et un petit peu sur détailler, le non, mais oui, oui.
je ne vais pas détailler la réglementation, hein, mais il est impératif, s'agissant d'une relation entre deux entités qui ne font pas partie de l'Europe, la France et la Suisse, d'avoir en tête qu'on a une réglementation sociale, même si des accords ont été signés, qui nécessitent beaucoup plus beaucoup plus de formalisme et d'appréciation avant de se lancer. Notamment, je pense aux entreprises françaises qui décrochent des marchés sur Suisse. Quand on envoie du personnel travailler sur Suisse, on est obligé d'aligner. On a déjà, si on n'a pas d'implantation côté suisse, on a une limite dans le temps, la limite des 90 jours, 90 jours pour venir travailler sur le côté suisse. Et on aligne les rémunérations de nos collaborateurs sur les standards suisses et c'est quelque chose qui est très contrôlé. Et donc, faut avoir cela en tête. Quand on décide de franchir le pas, parce qu'on a un marché plus important et qu'on va être beaucoup plus présent, s'oppose alors le problème que j'évoquais tout à l'heure de répartition des effectifs. Bien souvent, j'ai des groupes français qui viennent, qui amorcent une entité, une filiale en Suisse, mais s'oppose, il faut finalement qu'ils déploient côté suisse toutes leurs fonctions habituelles, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient techniques, qu'elles soient de SAV, qu'elles soient d'études. Il faut qu'elles le déploient côté suisse et bien souvent on se retrouve avec des notions de pluriactivité à gérer et on doit analyser le temps de présence de chaque côté pour mettre en application les accords bilatéraux qui ont été signés et qui existent heureusement entre les deux pays et qui nous permet de déterminer un régime pour les salariés ou pour les dirigeants, un régime de sécurité sociale applicable. Il faut savoir, s'il y a une règle qu'il faut décrire ce matin, c'est qu'on ne peut pas être assujetti aux charges sociales suisses en même temps qu'on est assujetti aux charges sociales françaises si on a une activité partagée des deux côtés. Ce sera forcément soit l'un, soit l'autre, mais il y a des règles pour déterminer ça et heureusement, aujourd'hui, on peut le faire. Merci beaucoup. Dans le public, je ne vois pas de questions. Donc, nous allons gentiment arriver vers la fin. On a encore 10 grosses minutes. Mais en conclusion, évidemment, c'est toujours comme ça. Il suffit de dire qu'il n'y a pas de questions pour qu'il y en ait une qui arrive. Alors, je vous poserai ma question conclusive après. Je vous l'annonce déjà pour les panélistes. Oui, Thomas, j'ai vu. Je vous demanderai à chacun de donner le conseil qui vous paraît indispensable pour quelqu'un qui veut s'implanter de l'autre côté de la frontière. Thomas, je te donne la parole. Ça tombe très bien, c'est presque la transmission de pensée, Alexandre. Parce que c'est ce que je voulais aborder. Bien sûr, la question de l'argent, elle est importante. On ne va pas non plus monter une société pour perdre des sous. J'ai un avis un petit peu plus simple sur la question, pour ma vie en général. L'argent, si c'est un but, vous allez vous planter. En tout cas, dans un métier comme le nôtre, par exemple. L'argent doit rester un moyen. Ça veut dire que je donne le conseil suivant. Si vous vous implantez, vous devez accepter que vous n'allez pas forcément gagner tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps perdre, mais j'ai un bon exemple. Lorsqu'on a fait le refuge du goûter, par exemple, on a trouvé une solution vraiment décoiffante qui nous a permis d'être choisis et de pouvoir faire ce projet extraordinaire. C'est pour ça que j'ai mis une photo là derrière moi sur le refuge pour qu'on se rende compte de quoi on parle. Mais en fait, on s'est tellement trompé financièrement sur ce que ça impliquait réellement, on a à peu près perdu 5 fois la mise par rapport aux honoraires. Alors, vous ne pouvez pas le faire chaque fois. Hein. Par contre, oui, effectivement, c'est tellement dur physiquement, c'est tellement dur techniquement, ça nous a tous poussés dans nos derniers retranchements. Un rendez-vous de chantier, c'est une journée pour aller le faire. Hein.
puis parfois dans des conditions atmosphériques terribles. Donc, à la sortie, ce fut un désastre financier. Mais en même temps, ça a été une carte de visite mondiale pour nous et on en a encore plus pris conscience après l'avoir fait. Donc, je dirais, il faut accepter, quand on va s'implanter dans un autre pays, que c'est une véritable aventure de vie qui va commencer. Et puis après, parfois, heureusement, on fait aussi des bénéfices et on a des gens qui viennent nous trouver pour des projets plus simples, plus abordables, ou parfois ils viennent nous chercher, mais ils vont moins négocier les honoraires parce que c'est des projets compliqués et qu'une entité comme la nôtre, elle est capable d'y répondre et d'y faire face. Donc voilà, je voulais dire, il faut vraiment accepter que c'est un peu comme quand Christophe Colomb est monté sur ses bateaux pour aller, il ne savait pas très bien où, quoi qu'il avait peut-être quand même quelques informations, n'empêche qu'à un moment donné, c'est ça, on part à l'aventure et on ne sait pas très bien forcément où on va aller tout de suite. Merci. Alors, il y a une question qui est arrivée concernant le statut d'indépendant. J'aimerais savoir quelles sont les alternatives concrètes pour s'installer en réseau individuel à Genève. Étant entrepreneur en France, il faut ici 3 factures ou bien commencer en salariat comme vous l'avez évoqué. Mais depuis 15 ans, j'ai pris l'habitude de démarcher des clients avec des structures déjà en place. Avez-vous d'autres solutions? Point d'interrogation. Madame Pellemani, est-ce que vous pouvez éclairer cette personne? Alors, la question tombe bien parce que je voulais réagir un petit peu sur le côté statut. Une chose est certaine, c'est que le statut d'indépendant est vraiment très différent d'un côté et de l'autre de la frontière. Peut-être c'est le plus différent par rapport à une SARL où on retrouve une majorité d'éléments. Pour le statut d'indépendant, côté France, la France a choisi la micro-entreprise comme statut majeur. Alors, ce n'est pas le seul qui existe, bien sûr, mais c'est celui que tout le monde connaît. Et c'est celui avec lequel les Français arrivent côté suisse, c'est la référence qu'ils ont en tête. Mais le statut d'indépendant en Suisse correspond plutôt à une raison individuelle, c'est-à-dire que vous pouvez déduire vos frais de votre bénéfice, si je simplifie. Je suis désolée pour les spécialistes, mais en simplifiant, vous pouvez déduire vos frais de vos bénéfices, alors que côté France, quand vous êtes en micro, vous ne pouvez pas déduire tout ce que vous achetez, ne pourra pas être déduit. Même si vous faites d'énormes investissements comme une machine, ce ne sera pas possible. Voilà pourquoi il faut bien réfléchir en amont à quel statut vous voulez prendre. Et bien sûr, consulter des cabinets, c'est la première étape, on en a parlé, la préparation. Pour ce qui est de la question de M. Adli, passer par des structures juridiques en place est une première étape. C'est celle que je recommande la majorité du temps quand on n'est pas encore installé, quand on n'habite pas sur place, quand on ne connaît pas bien le secteur, comme on disait, qu'on n'a pas encore eu le temps de faire son réseau. Passer par une entreprise en place, ça permet d'être couvert, ça permet que ce soit beaucoup plus facile finalement. Il suffit de faire une facture, on a le droit à ces 90 jours, comme M. Guffroy avait expliqué. 90 jours pendant lesquels vous pouvez travailler et sur lesquels vous êtes couvert par votre assurance française, etc. Donc, vous ne risquez rien et ça vous permet, comme on dit, de tâter un peu le terrain et de savoir comment on fonctionne ici à Genève. Donc ça, à mon avis, c'est l'une des premières entrées côté suisse. La deuxième va dépendre de votre statut en tant que frontalier. Est-ce que vous êtes frontalier, mais vous avez déjà travaillé côté suisse ou pas? Est-ce que vous êtes titulaire d'un permis ou pas? Si oui, lequel? Et c'est votre situation qui va déterminer les choix que vous allez opérer ensuite en tant qu'entrepreneur. Et je pense que je peux répondre en même temps à votre question, Alexandra, comme ça gagnera du temps pour notre timing. Je pense que pour moi, c'est la clé, c'est la première chose à laquelle il faut penser, et c'est peut-être mon meilleur conseil, c'est la première chose, c'est qu'il faut s'asseoir. S'asseoir avec soi-même un jour et faire un énorme brainstorming, peut-être avec son mari, peut-être avec ses enfants, en se disant, je recherche quoi? Pourquoi est-ce que je me mets à mon compte? Pourquoi je veux aller côté France? Pourquoi je veux aller côté Suisse? Pourquoi je veux aller chercher ces marchés-là? Qu'est-ce que j'ai à offrir qu'ils n'ont pas? Est-ce que je corresponds vraiment à ce qui se fait déjà sur place ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que je veux y aller seule
ou avec d'autres partenaires, avec des partenaires locaux ou avec des partenaires comme moi qui viennent de l'étranger? Qui est-ce qui va m'accompagner? Quels sont les bureaux qui peuvent m'accompagner? Il y en a peu finalement qui connaissent bien les questions transfrontalières, donc le choix sera vite fait. Mais qui peut m'accompagner? Quand je veux aller, où je veux aller, dans quelle ville, dans quel canton? Il y a des milliers de questions auxquelles il faut répondre avant. Est-ce que j'ai les moyens? Et là, je parle plutôt à des gens qui partent seuls. Hein. Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai les reins? Parce que là, on arrive sur la plus grande différence France-Suisse. On disait que de l'autre côté, c'est plus difficile à s'installer parce qu'il faut avoir les reins solides. C'est vrai, mais on a plus de chances de perdurer aussi côté suisse parce qu'on a ces reins solides. En France, on a cet effet lagoon, hein, dans lequel on est baigné pendant 3 ans, hein, sous forme d'aides diverses. Hein. Tout est bon, c'est comme un petit bain chaud. Et puis, pouf, au bout de 3 ans, tout s'arrête. Et la majorité des entreprises aussi s'arrêtent parce que toutes les aides s'arrêtant, les budgets ne sont plus là. Donc, je crois qu'avant de commencer, il faut se poser la question de la finance parce que c'est ça le nerf de la guerre. Est-ce que j'ai de quoi vivre et d'où me vient cet argent? Est-ce que j'ai encore un salariat? Est-ce que j'ai reçu un héritage? Sur combien de temps? Et c'est là où je crois qu'il faut démarrer l'entreprise. Est-ce que je peux survivre? Il faut commencer par soi, surtout pour ceux qui montent seuls. Est-ce que je peux survivre? Parce que toutes les aides, tous les financements, tous les fonds qu'on va obtenir, c'est pour l'entreprise, ce n'est pas pour soi. La première question à laquelle il va falloir répondre, c'est qui remplit le frigo? À mon avis, c'est par là qu'il faut commencer. Merci beaucoup. Une question est arrivée. Je demanderai, ça sera probablement pour Monsieur Guffroy, quels sont les risques et avantages ou différences entre la création de SARL et SAS des deux côtés de la frontière? Conseillez-vous de créer d'abord une SARL puis de la transformer en SAS si besoin ou directement créer une SAS? Alors, la SARL, j'imagine que c'est côté français. Parce que la SARL côté suisse, la SAS n'existant pas côté suisse, donc la comparaison, si elle se fait entre la SARL en France et la SAS. Les différences, elles ont tendance à s'estomper entre la SARL et la SAS. Côté français, elles ont toutes les deux un capital minimum de 1 euro. La différence aujourd'hui, elle réside beaucoup plus dans le statut social du dirigeant. Qui garde un statut en France qu'on appelle statut de TNS, travailleur non salarié, gérant majoritaire TNS, par rapport au président de la SAS qui a un statut de salarié. Dans les différences entre les deux formes juridiques, côté français, on en trouve peu. Du côté suisse, la SAS n'existe pas, mais la SARL côté suisse est un petit peu l'équivalent finalement de la SAS. Ces trois formes, ces deux formes juridiques, SARL et SAS, sont relativement proches. Il y a beaucoup plus de différences, par exemple en France, entre une société anonyme et une SARL que côté suisse. La SA en France, là, on doit avoir minimum 7 actionnaires avec un conseil d'administration, avec toute une structure qui est réservée aux grosses entreprises. Mais la SAS, elle s'est mise au niveau c'est une société par action, donc normalement qui facilite le transfert des actions entre et l'entrée et la sortie de nouveaux actionnaires, comme une société anonyme pourrait l'être. Contrairement à la SARL qui est beaucoup plus institut personnel au niveau de ses associés. Mais en matière de fonctionnement, après, derrière, c'est deux sociétés qui fonctionnent relativement de manière similaire. Il y a quelques subtilités que j'ai évoquées sur le statut social et sur le transfert des actions. Merci beaucoup. Et comme nous sommes arrivés au terme, je vous demanderai maintenant votre conseil, le conseil principal à tenir. Pour ma part, c'est principalement d'avoir une vraie stratégie avant d'entamer une double implantation et avec une stratégie avec un investissement à long terme à prévoir, donc de prévoir l'effort qui va être à fournir dans la durée pour que cette entité que l'on crée ne soit pas une simple épisode que l'on fermera au bout de très peu de temps, faute d'avoir pu y consacrer le temps nécessaire pour qu'elle puisse se développer également. Donc, c'est une vraie stratégie à long terme pour une entreprise, quelle que soit sa taille, de venir s'implanter sur un autre pays. Je vous remercie beaucoup. Et Monsieur Chapard, le mot de la fin, votre conseil?
Écoutez, je vais être donc rapide. Faut savoir quand même que la population entrepreneuriale, en tout cas sur Genève, est en très grande partie occupée par des Français ou d'origine française. Donc ça marche, l'implantation. C'est ce qu'il faut retenir. Ça marche. Simplement, ça a été dit, il faut anticiper. Je crois que c'est le plus gros terme. Et surtout, adressez-vous à des gens comme la Chambre de commerce franco-suisse, Eurex, la Banque du Léman. On est transfrontalier aussi avec un ADN. On est détenu par la Caisse d'épargne. On regarde les bilans français. Je crois que c'est quelque chose de très important pour les Français qui viennent s'installer sur Suisse. Et pour les Suisses qui s'installent sur France, le travail est le même dans l'autre sens. Donc surtout, bien préparer et rencontrer les acteurs binationaux qui regardent bien ce qui s'est passé avant et ce qui se passe de l'autre côté de la frontière également. Voilà le grand conseil. Je vous remercie beaucoup. Ah, Thomas, allez. Un petit truc très court. Quand vous avez pris la décision d'y aller, il faut persévérer, percer et vous verrez. Alors ça, c'est magnifique. C'était la plus belle des conclusions. Je vous remercie. La table ronde est terminée, mais ne partez pas puisque maintenant vous avez les discussions dans les groupes et Pierre-Marie Durécu va prendre la main. Merci beaucoup à tous et à bientôt.